Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Comme d'habitude, on se retrouve avec le Fear and Greed Index, actuellement à 31. Dans la peur, le Social Index toujours bloqué à fond sur Up et le Market Order Flow actuellement en recherche de fort vente. Avant de vous laisser à votre vidéo, sachez que cet épisode est inédit. Et oui, ce n'est pas moi qui l'ai monté. Un Zap Crypto spécial by NoFomo. Après 6 mois de boulot acharné, j'avais besoin d'un petit peu de repos après 7 jours sur 7 à travailler. Alors j'espère que ce Zap vous plaira et je vais le découvrir tout simplement en même temps que vous. Et nous on se retrouve demain pour le tirage au sort de tous les NFT de la semaine. Je vous souhaite une excellente vidéo. C'était Zap Crypto. Donc là, le Bitcoin en daily, donc là on est en court terme pareil. On voit par contre, c'est vrai que c'est très beau, ça ressemble à un bottom. On peut pas, je serais un menteur si je vous dis que ça, c'est pas un beau bottom. On voit des W, on voit des grosses journées haussières. Super. En plus, là, on est sur un niveau technique qui est très important. On est en train de travailler. Donc, le niveau des 0,382 de Fibonacci. En plus, c'est le niveau des options. Donc, le max spend price des options a fait un bond pour la semaine prochaine parce que c'était ce matin l'expiration de la semaine. Et la semaine prochaine, il est au niveau des 23 000 $. C'est au niveau du premier stop. Donc, on le voit, first stop 0,382. Et le niveau à break, regardez, tout est au même endroit. Donc, en fait, tout se travaille ici. Donc, on peut très bien rester là aujourd'hui, toute la semaine, tout le week-end et la semaine prochaine, repartir à la hausse. D'accord? Donc, si on fait ça, c'est très bullish et ça sera la zone de rechargement. Normalement, on va dire à 90 ou 95% du temps, on y retourne dedans, comme je vais vous le montrer sur le TH. Mais juste avant de montrer le TH, donc là, on voit un beau bottom, mais par contre, sur du long terme, donc du weekly, une bougie est égale une semaine. Bon là, désolé, j'ai beaucoup de data, ça fait mal aux yeux pour les nouveaux, mais on voit très clairement que pour le moment, on est toujours dans notre tendance baissière. Donc en plus, j'ai mis la grande trendline. Attendez, je fais des bêtises. Hop, comme ceci. Là, on est toujours en dessous, donc on peut le tracer ici pour celui-là, avec des bas de plus en plus bas aussi. Donc là, il faut juste venir breaker cette trendline, donc au-dessus des 0,78 de Fibonacci, et bref, de la zone de rechargement, pas se faire rejeter pour aller plus bas, parce qu'en fait, là, c'est un setup de short. Là, le short parfait, c'est ça. Hop, ici. Bon, on s'en fout du stop loss, mais c'est pour donner l'idée. Voilà, en admettant, on vient ici à 12 000, 13 000 $. En plus, on fait un plus de 3 de RR. Donc ça, c'est pour les traders. Désolé pour les nouveaux. En gros, pourquoi c'est un setup vraiment parfait? C'est qu'on a une touche, deux touches, bientôt 3 touches. Donc 1, 2, 3. Quand on vient toucher ici, mais du coup, on reste dans la tendance trend is your friend. Et du coup, on doit parier à la baisse. Et quand on vient taper comme ça et qu'on est rejeté, eh bien, on fait un nouveau plus bas. Donc en dessous des 17 578 $. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de targets au niveau des 13 000, 14 000 $. Alors, si jamais on part to the moon, ok, première grosse résistance ici, 25 000 $ pile poil. La SSB du nuage Ishimoku, c'est une des plus grosses résistances du système Ishimoku, elle va pas rigoler, sachant que la lagging span ici, ce petit serpent, il va se cogner dans la Kijun Daily ici, qui est aussi quasi aux 25 000, aux 24 600, d'accord? Donc là, entre les 24 600 et les 25 000, ça va être ici une bonne résistance, au-dessus de notre tête, d'accord? Prochaine résistance, eh ben, tout simplement, l'ancien range qu'on a fait là, c'est les 28 000 $. Les 28 au 32, d'accord? Allez, j'extrapole au 33. Donc, premier, à peu près 25 000 à la louchette, à quelques centaines de dollars près. Et deuxième, entre les 28 et les 33. Si un jour on passe les 33, là, on pourra tous danser la boum babou tous ensemble autour d'un feu en sirotant du champomis. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'il y a au-dessus de nos têtes. En dessous de nos pieds, qu'est-ce qu'on a? Pour l'instant, la moyenne mobile, elle est en dessous. Donc là, tu peux me dire, oui, Fofi, on est au-dessus de la moyenne mobile 200, donc il y a plus de chances que Roger nous mette un coup de pied pour qu'on parte en haut. J'ai envie de te dire, oui, parce qu'on est au-dessus. Tu es tout à fait d'accord. Donc si jamais on répète la 200, que Roger nous prend par le cou, il nous rejette aux enfers. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un gros pataquès de résistance qui attendent. C'est la moyenne mobile 50 Moncy, qui est la moyenne mobile sur les 50 derniers mois. Donc 50 divisé par 12. Ma calculette, s'il vous plaît. Calculette, merci, computer, calculette, la moyenne mobile sur 4 ans et quelques, donc la moyenne du Bitcoin, le prix du Bitcoin sur à peu près un peu plus de 4 ans, elle est là, c'est à peu près les 21 300 $, 21 400. Donc au 21 400, on a la moyenne mobile 50 monthly qui est grosse résistance, plus, qui sera un gros support ici, pardon, gros support, plus la Kijun Daily, plus la Tenkan Daily.
Donc tu comprends bien qu'ici on a quand même du bon gros support au 21 400. Si on perd les 24 400, c'est direction la table de Satan. Parce que là c'est les portes de l'enfer, mais après t'as l'espèce de ruisseau, tu sais le ruisseau où tu dois payer un mec là, bonjour je suis un mec, tu me payes et je t'amène dans la barque de l'autre côté. Et même pour aller plus loin, ce qui est intéressant de voir, c'est que si on regarde ici, donc le market cap 3, c'est quoi? C'est le market cap sans le BTC et sans l'Ether. Ce qui est très important à voir, c'est que nous avons par rapport à la dominance du BTC, ici, quelque chose qui performe malgré le fait qu'on n'a plus d'Ether et que l'on n'a plus de BTC. Ça veut dire que l'Ether est en train d'emmener tous les altcoins avec lui. Tous, non, on va pas abuser non plus, mais en tout cas beaucoup d'altcoins avec lui. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que beaucoup d'altcoins n'ont pas la vocation du BTC à être une monnaie, ou en tout cas celles qui l'ont, je pense que ne persisteront pas longtemps dedans, mais les altcoins, principalement, sont créés pour créer des use cases. Sont des éléments, des blockchains, qui répondent à un besoin, ou en tout cas qui ont vocation à répondre à un besoin, alors que ce soit un besoin qui est comblé plus ou moins dans la roadmap d'Ethereum, ou dans les Layer 2, ou dans les sidechains d'Ethereum, c'est encore une autre discussion, mais en tout cas, elles répondent à un besoin, elles apportent une utilité à la blockchain. Et là, on commence à voir un shift qui est en train de se faire sur ce qu'on appelle une altcoin season, mais je pense que c'est, par rapport aux autres altcoin season, quelque chose qui est peut-être plus fort. Parce que l'Ethereum, généralement, est souvent corrélé au BTC, très fortement au BTC. Là, ce n'est pas le cas. L'Ethereum pousse de son côté et emporte les altcoins. Alors comme vous le savez, votre rentabilité dépend de 3 facteurs, à savoir le prix de votre crypto, mais aussi la difficulté et enfin le coût de l'électricité. Alors que vous ne pouvez pas jouer sur le prix de la crypto et la difficulté, ça ce sont des facteurs sur lesquels vous ne pouvez pas jouer, vous pouvez jouer quand même sur l'électricité. Et on le constate, le prix de l'électricité, le coût de l'électricité augmente chaque année et ça va pas s'arranger avec la crise actuelle, la crise énergétique. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique qui date de 2016, qui prévoyait un coût électrique aux alentours de 22 centimes le kilowattheure en 2022, donc heureusement pour nous, on est en dessous, on est aux alentours de 17 centimes le kilowattheure. Malgré tout, ça ne va pas en s'arrangeant et comme vous pouvez le voir, chaque année, on prend aux alentours de 4% par an. Ce qui reste assez important, qui prévoirait du coup en 2030 une électricité avoisinant les 30 centimes le kilowattheure, ce qui resterait assez important. Sans compter en plus l'inflation, la crise énergétique qu'on doit prendre en compte, donc ça risque de ne pas aller en s'arrangeant. En 2018 en France, pour produire un bitcoin, cela coûtait 7 930 $ à peu près d'électricité. Évidemment, la difficulté n'était pas la même et le prix du bitcoin n'était pas le même non plus. Mais si vous voulez une comparaison plus espacée, vous pouvez regarder les États-Unis. Aux États-Unis, en moyenne, il fallait 4 758 $ pour produire un bitcoin, en électricité toujours. Et si vous regardez aujourd'hui en 2022, au vu de la difficulté et de l'augmentation du prix de l'électricité, eh bien, vous avez un bitcoin qui en moyenne est aux alentours de, on va dire, 20 000 $. Vous pouvez voir ici que, par exemple, entre chaque État des États-Unis, eh bien, vous avez une différence assez brutale sur le coût de l'électricité. Par exemple, vous pouvez voir qu'en Utah, un bitcoin à produire coûte 16 469 $, alors que si vous allez en Géorgie, par exemple, vous êtes à 13 143 $ pour produire un bitcoin. Et si vous allez, par exemple, dans l'État du Massachusetts, eh bien, là, vous êtes aux alentours des 36 223 $ pour produire un bitcoin. Ce qui reste assez énorme que dans le même pays, il y ait autant de différences sur le coût de l'électricité. On m'avait même posé la question combien cela coûterait en France de produire un bitcoin. Et je disais que d'après les calculs, il faudrait 8500 TH par seconde pour extraire un BTC par mois. Donc cela représenterait approximativement 62 ASIC de 140 Tera par seconde qui consomment en moyenne 3000 watts. Et justement en prenant une électricité à 0,18 centimes le kilowattheure, on est à un coût d'extraction qui est approximativement de 24 000 $. Alors évidemment, entre le moment où j'ai fait le calcul et la vidéo, il y a eu de légères fluctuations de la difficulté, mais pas de quoi remettre en question non plus la totalité des calculs. On va aller faire du Glassnode maintenant sur Bitcoin assez rapidement.
On est à 12 minutes de vidéo, donc on a quand même un petit peu de temps. Le Rodel Ratio qui est pas venu dans sa zone verte ici encore pour le moment. Donc du coup, ça, c'est les bitcoins qui ont une semaine face aux bitcoins qui ont 1 à 2 ans. Vous comprendrez ici que ça veut dire que les bitcoins qui ont 1 à 2 semaines se réveillent. Et voilà, donc on est en train ici d'augmenter tout simplement le numérateur. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, on va dire. C'est-à-dire qu'on a un réveil de ce Rodel Ratio et qui, en général, vous le voyez, il faut que ça se réveille pour marquer des bottoms. C'est ce qu'on va voir sur beaucoup d'indicateurs aujourd'hui. Ici, le NUPL qui est plus ou moins dans une faction de réveil aussi. Vous voyez qu'on est passé dans le orange ici. Passer dans le orange veut dire retourner dans une période d'espoir ou de peur. Là, en l'occurrence, on est plutôt dans l'espoir puisque, vous le voyez, on est sur une vague haussière. Enfin, on est sur un retournement. Ça, c'était de la peur et à nouveau dans le orange, ça sera de l'espoir. Est-ce qu'on est souvent allé dans cette zone rouge, ressorti dans l'espoir et ensuite retourné dans la peur? Vous voyez que pas vraiment. Ici, ça a été le cas, donc en 2015. Mais ici, je vois pas ici c'est pour simplement. Alors moi, je pense pas que Bitcoin refait toujours la même chose, mais c'est tout simplement ici pour avoir un petit peu une idée de ce que ça peut nous dire. C'est sur ces indicateurs-là. Globalement, non, vous voyez que c'est pas vraiment le cas. On est plutôt sur à chaque fois qu'on sort de la capitulation, on en sort réellement. Ici, un petit peu là, vous voyez là, là, complètement sur 2012 et 2015, ça avait été le cas. Donc potentiellement, ça pourrait être bien possible qu'on y retourne. Donc retourner dans un nouvel épisode de capitulation. Mais vous voyez qu'à chaque fois, il est moins important que le précédent. Hein. Vous voyez que là, on est moins dans la capitulation. Et là également. Le NUPL, c'est quoi? C'est tous ceux qui ne vendent pas. Est-ce qu'ils sont littéralement en perte? Mais ils ne vendent pas. Ils gardent leur Bitcoin. Tous ceux qui n'ont pas vendu, quel est actuellement par rapport à leur prix d'achat, tout simplement leur positionnement. On va regarder maintenant l'inverse, c'est-à-dire le Net Realized Profit and Loss, c'est-à-dire ceux qui ont vendu, puisque vous savez que tous les Bitcoins ont un numéro de série. Hein. C'est un petit peu comme les billets. Ils sont numérotés, ils sont identifiables dans la blockchain, donc on connaît leur prix d'achat et on connaît leur prix de vente au moment où ils rebougent à nouveau. Ici, vous voyez que à chaque fois que ça rebouge à nouveau, c'est à break-even. C'est ce que je vous avais expliqué au tout début de ce mouvement. Je vous avais dit attention, on va se faire rejeter beaucoup de fois, tout simplement parce que ceux qui se sont fait peur sur des mouvements baissiers vont ressortir à break-even et tout ça va durer un moment. Donc c'est tout à fait une mécanique de bottom aussi et elle est tout à fait normale. Le trend score, l'accumulation trend score, donc le score d'accumulation qui se calme, on est à 0,47 dorénavant. Donc ça veut dire ici que soit tout le monde a rempli ses bagues et c'est bien et on a assez peu, soit tout simplement le prix de 24-25, cette hausse de prix là à laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire dans les 23-24, intéresse beaucoup moins que quand on était entre 17 et 21. On avait beaucoup d'intérêt sur l'accumulation, donc ça serait plutôt une news, on va dire, relativement baissière. Et donc là, je pense que les gens sont un peu trop euphoriques. Il y a un peu trop de contrats ouverts sous le perpétuel. On regarde sur Binance, c'est la folie. On va sur OKEx ici. OKEx, bam, regarde-moi ça, c'est la folie furieuse sur OKEx. Bon, après, lorsqu'on a eu la dernière fois qu'on a eu des grosses ouvertures de contrats, ça nous a amené vers un nouvel ATH. Bon, là, pourquoi pas. Et moi, je regarde surtout ici notre finance institutionnelle privée professionnelle plutôt, elle c'est pareil, lorsqu'il s'excite à fond sur les contrats, vraiment c'est que le marché va mieux et on repart pour un nouvel ATH. Là pour l'instant il s'excite pas trop, on a une petite montée mais c'est pas de la grosse excitation, mais ça peut être le début de quelque chose, pourquoi pas. Si les prochains jours on voit que les professionnels continuent à ouvrir des contrats, là, vraiment, on dira, il se passe quelque chose. Sachant qu'à chaque fois qu'il y a une grosse poussée, comme je te disais, les mois derniers, voire l'année dernière, c'est ou pour un nouvel ATH ou pour un gros bull trap. C'est qui tout double. Hein. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est quand eux, ils poussent sur les contrats, le prix pousse. Voilà. Donc, on verra bien. J'aimerais que tu parles long terme maintenant, si tu peux. Long terme, c'est pas compliqué. Tu te mets en monthly. Tu regardes là. Mais pour moi, le long terme, c'est quoi? Il n'y a rien de complexe. Hein. Long terme, tu fais ça monte. Voilà, sur le long terme, ça monte. Je suis rentré dans Bitcoin, ça valait $400. En 2016, fin 2016. Donc, long terme, normalement, ça ne peut que monter. Voilà, ça c'est ce que je pense. Et j'ai pas besoin de faire d'analyse technique bien compliquée pour faire ça. Ici, rebond 2018. Ici, rebond 2020. Est-ce que ici, on est en train de connaître le rebond 2022 sur la moyenne mobile 50 qui généralement tient le cours du Bitcoin? On verra. Au niveau du VIX, bon, le VIX, est-ce qu'il nous pète le canal là? Est-ce qu'il nous pète le canal ou le canal je le mets comme ça pour aller avec l'autre? Bon, allez, dans le doute, je mets le canal comme ça. Donc le VIX, c'est l'indice de volatilité, de la peur si tu veux, parce que quand le VIX fait du rouge, la plupart du temps, l'SP500 fait du vert. Bon, donc pour l'instant, on attend de voir. Là, j'ai remis ça comme ça dans le doute, tu vois. Si jamais il nous fait ça, là, c'est bon, il a bien pété le canal. Bon, là, dans le doute, on sait pas trop. Je mets ça comme ça. Je l'ai baissé un petit peu, tu vois. Bon.
Donc là, il y a deux solutions. Le VIX, il tombe. Les gens, ça y est, plus de volatilité, plus de peur, tout va bien. L'inflation, on s'en bat le steak. La guerre en Ukraine, on s'en bat le steak. La Chine, qui sont dans le Covid ou qui c'est la grosse merde là-bas, on s'en bat le steak aussi. Et on repart pour la bourse. Donc là, du rouge dans le VIX et du vert de la bourse et du vert de les cryptos. Scénario numéro 1. Scénario numéro 2, le VIX, il rebondit sur la trendline inférieure, il fait du gros vert, la volatilité, la peur revient, l'SP500, bam, il tombe comme ça, les cryptos tombent. Bon. Sachant que là, attention, ce qu'il faut surtout retenir de cette charte, c'est que l'SP500, le Bitcoin de la bourse, on est toujours sur une tendance baissière. Le Bitcoin aussi, on est toujours sur une tendance baissière. C'est pas parce que ça y est, ouais, on a fait 10% maintenant. Je te rappelle qu'on est toujours à moins beaucoup. Je sais pas, on est à combien? À moins 70, moins 75, moins 75, moins 80, j'en sais rien. Bon. Donc, quand tu vois les canaux, ces canaux descendants, on peut tout à fait sur l'SP500 cogner, encore monter, cogner là et base et tomber. Et pour le Bitcoin, on peut faire pareil. Hein. Ce qu'il faut retenir, c'est là, on est toujours sur une trendline comme ça, descendante. On peut tout à fait faire coucou aux 30 000 et après, bam, se renforcer. Hein. Les bear markets se font comme ça. Hein. Et ensuite, évidemment, on est sur mon indicateur de bottom ultime qui est simplement le dollar. Comme tu le sais, on a une décorrélation entre le Bitcoin et le dollar, ce qui veut simplement dire que si le dollar part à la hausse, alors le Bitcoin perd de la valeur, et si le dollar perd de la valeur, alors le Bitcoin prend de la valeur. Donc nous, pour nous assurer d'un bottom, j'ai envie de dire fiable sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto, on va attendre réellement que le dollar commence à corriger, et on parle pas simplement d'une correction ici en V-bottom, on veut vraiment voir ici un M-top se mettre en place, une structure de retournement baissière pour nous assurer que le dollar a fini son bull run, et donc que potentiellement le Bitcoin lui peut essayer de revenir à nouveau dans un marché haussier et peut-être même un deuxième bull run. Donc on surveille bien tout ça. Ici, on veut voir le dollar corriger. Pour l'instant, les signaux sont très bons. On a vu ici, évidemment, on l'avait vu ensemble dans les précédentes émissions, que les acheteurs ici commençaient à perdre de la force et que les vendeurs, eux, en ont profité pour renvoyer le prix plus bas, ce qui est un bon signal. Maintenant, ce qu'on attend, c'est vraiment de voir ici un deuxième rebond, mais surtout un top, du coup, qui sera plus bas que le précédent top. Là, à ce moment-là, on aura une structure de M-top. Là, à ce moment-là, on sera assuré que les acheteurs n'ont plus la force pour continuer à pousser le dollar plus haut, mais que au contraire, les vendeurs, eux, vont prendre la main et donc cette fois-ci, ils vont essayer d'entraîner le dollar plus bas. Le signal qui est vraiment très très bon maintenant sur le dollar et qui pas nous assure, mais nous envoie déjà un très bon signal pour potentiellement avoir une correction sur le dollar, c'est cette divergence baissière qui s'est mise en place. Donc le M-top, comme tu le vois ici, avec le momentum qui n'arrive pas à faire un top plus haut que le précédent, comme tu le vois à ce niveau-là. Et en plus de ça, on a cassé la zone de neutralité ainsi que la ligne de coût. Donc là, c'est tout ce qui nous montre que la divergence baissière est en train de se valider, donc que les vendeurs sont en train actuellement de récupérer le momentum et que les acheteurs, eux, sont totalement essoufflés et qu'ils n'arrivent pas à continuer à faire partir le prix plus haut. Donc là, c'est un très très bon signal. C'est sans doute une question de jours, peut-être sans doute de semaines, étant donné qu'aujourd'hui on est vendredi. Je nous vois mal créer un énorme dip sur cette semaine. Peut-être que la semaine prochaine, du coup, on va ouvrir avec 2-3 jours à la hausse. Tout le monde va se dire, ok, le dollar reprend à la hausse, le Bitcoin, lui, va partir aux oubliettes. Et finalement, à ce moment-là, on met en place le M-top. Et là, on pourrait avoir, du coup, moitié de semaine prochaine, peut-être mardi, mercredi, un Bitcoin qui repart réellement après avoir réalisé sa première correction pour pouvoir récupérer de la force. Donc, on surveille bien le dollar réellement tant qu'on n'a pas de M-top, donc de structure de retournement baissière sur le dollar. Malheureusement, on ne pourra pas, ou alors on aura vraiment beaucoup de mal à avoir un rebond sur le Bitcoin. Et on va commencer ce top 5 news par probablement la plus grosse rumeur de cette semaine sur le marché crypto. Il s'agit de la BNP Paribas, donc la plus grosse banque de France, qui aurait déclaré qu'elle allait proposer à ses clients un service pour conserver ses crypto-monnaies. Toute la cryptosphère s'est bien évidemment tout de suite excitée en pensant que on allait pouvoir aller au coin de notre rue, trouver une petite banque BNP Paribas et déposer nos bitcoins et que la banque les conserve. Ce qui n'est au passage pas une très bonne idée de mon point de vue. La BNP Paribas a très vite clarifié la situation via un communiqué. Alors oui, elle va bientôt proposer un service de gestion d'actifs numériques. En revanche, on ne parle pas de crypto-monnaie, mais bien d'actifs numériques régulés. Je vous lis rapidement le communiqué. Donc, la première étape pour BNP Paribas sera d'utiliser la solution de Fireblocks dans son expérimentation en cours liée au règlement et à la conservation des security tokens régulés. On ne parle donc pas de crypto-monnaie, mais bien d'actifs déjà régulés sur les marchés classiques. En revanche, pour développer ces services, la BNP a fait appel à des entreprises comme Metaco ou encore Fireblocks
qui elles sont déjà bien spécialisées dans le domaine de la conservation d'actifs numériques. En revanche, on peut tout de même se dire que tôt ou tard, le Bitcoin et peut-être d'autres crypto-monnaies viendront à être conservées par des banques. Donc on a pas mal de valeurs qui sont littéralement effondrées. Et en fait, c'est vraiment catastrophique puisque on considère que ça représente environ une perte de 80 milliards de dollars sur les valeurs de réseaux sociaux. Et donc, parce qu'il n'y a pas que Snap, on a Snapchat, bien évidemment, mais on a également Facebook. On a également Alphabet, c'est Google. Et vous voyez, Facebook a perdu 5,9%, Alphabet 2,8%, Pinterest 9,7%. Et ces boîtes, Google, YouTube par exemple, cette vidéo est publiée sur YouTube, dites-vous que comment YouTube se finance grâce à la pub. Et la pub rapporte énormément. Mais c'est pas un bon signe parce que quand la pub diminue, ça veut dire que l'économie est en mauvaise forme également. Vous voyez, Facebook perd pour le moment 7,51% aujourd'hui. Alphabet perd, je vais vous dire, 6,30%. C'est juste fou, hein. Ensuite, Meta qui poursuit Meta. De quoi s'agit-il? En fait, Meta, c'est le nom qu'avait choisi une société il y a déjà genre 10-15 ans. La société s'appelle MetaX, mais leur image de marque, c'était Meta. Et en fait, apparemment, ça fait des années qu'ils envoient des messages à Facebook, du coup, nouvellement Meta, pour leur dire, les gars, s'il vous plaît, changez un truc, parce que nous, ça nous met dans la merde. Tout le monde s'appelle Meta, les gens, ils comprennent plus et tout, c'est le bordel. On en a pâti, on a un préjudice et tout ça. Facebook a fait un peu la sourde oreille en répondant, non, mais c'est rien et tout, on n'est pas sur le même domaine, etc. Mais du coup, en fait, Meta poursuit Facebook Meta et en fait demande une injonction pour interdire le nom Meta. Donc, imaginez s'ils gagnent, le bruit que ça va faire, ça va être un truc de dingue. Après, c'est un peu quand même le combat de Goliath contre comment s'appelle le type là? Mince. Aidez-moi le chat. David contre Goliath, voilà. Donc affaire à suivre. On va parler de Elon Musk et sa société Tesla. Mercredi soir, c'était tout simplement l'annonce des résultats trimestriels pour Tesla. Et d'ailleurs, je vous fais remarquer que semaine prochaine, on a beaucoup de grosses boîtes technologiques importantes pour la bourse, comme Apple, Amazon, Facebook, enfin Meta, qui eux aussi vont publier leurs résultats trimestriels. Donc vraiment la semaine prochaine. En plus de ça, on a la clôture mensuelle aussi. Donc on risque d'avoir pas mal de volatilité. Pour Tesla, l'annonce des résultats s'est plutôt bien passée puisqu'elle a déclaré un chiffre d'affaires de 16,93 milliards de dollars, soit plus 42% sur une base annuelle. Et suite à l'annonce, le cours de bourse a pris quasiment 1%. En revanche, et c'est ce qui a un petit peu secoué la cryptosphère, Tesla a donc publié via le rapport, enfin on le voit à l'intérieur de ce rapport financier, je vous mettrai quelques petits screens je pense de ce rapport, qu'elle a vendu 75% de ses bitcoins parce que oui, Tesla détenait en trésorerie des bitcoins, donc ça fait un moins 75% sur la totalité de ces bitcoins qui ont été vendus pendant ce trimestre. La société a ainsi pu récupérer 976 millions de dollars suite à la vente de ces bitcoins. Elon Musk a déclaré, pour essayer de calmer un petit peu la tempête, qu'ils avaient vendu leurs bitcoins pour récupérer de la liquidité suite aux problèmes liés notamment au Covid en Chine. Il y a donc eu énormément de réactions sur les réseaux sociaux. Personnellement, je pense que ça a permis cette histoire de faire ouvrir un peu plus encore les yeux sur la personne qui était Elon Musk et qu'il ne faut pas lui faire confiance aveuglément. Voilà, il est totalement capable de dire le contraire de ce qu'il va vous dire sur Twitter. Et malheureusement, deuxième point, et c'est ça qui est peut-être le plus dommage dans cette histoire, c'est que ça envoie quand même un signal assez négatif au marché puisque Tesla, c'était l'une des premières grosses entreprises à déclarer publiquement détenir du Bitcoin en trésorerie. Là, elles vendent, donc voilà, ça casse un petit peu l'image qu'on espérait que le Bitcoin soit détenu dans plusieurs grosses trésoreries d'entreprises. Les mauvaises Noël qui s'enchaînent et on commence avec ZipMex qui suspend les retraits sur sa plateforme. Alors, c'est pas tant que ZipMex, un exchange en Thaïlande, suspend les retraits sur sa plateforme, c'est surtout la façon dont ça a été fait. Encore une fois, le CEO a été questionné sur des rumeurs qu'il y avait sur la plateforme, sur les réseaux sociaux, et il a dit non mais attendez, c'est business as usual, il se passe rien, et je ne commande pas sur des rumeurs, parce que comme Celsius, au bout de quelques heures, les retraits étaient impossibles. Du coup, tous les utilisateurs se sont retrouvés bloqués avec leur liquidité
indisponibles. Et comme on le répète à chaque fois, la seule façon de s'éviter ce stress, c'est simplement de récupérer ses clés privées et de les enlever des exchanges. Alors c'est pas le premier en Asie, il me semble qu'il y en avait un autre qui était à Singapour qui s'appelle Volt, qui avait également retiré la possibilité de retrait à ses utilisateurs. On est dans une période de bear market avec des prix qui sont très bas, donc des pressions financières chez ceux qui prêtent de l'argent à droite à gauche qui sont assez énormes. Faites très attention à votre argent, il est très difficile de le gagner, mais il est très facile de le perdre. Donc pour tous ceux qui commencent à investir sur les crypto-monnaies parce que oui, les prix actuels restent très intéressants, protégez-vous. La première chose à faire, c'est justement de regarder comment récupérer ses clés pour ne pas se retrouver dans la situation de ces malheureuses personnes qui ont peut-être acheté énormément de choses sur ces exchanges-là et aujourd'hui n'ont plus accès et, comme l'histoire nous le montre, n'auront malheureusement peut-être plus jamais accès à ce qu'ils ont acheté. Ensuite, pareil, une autre info aussi sur les cryptos, mais en général, un des directeurs de Coinbase qui a été arrêté pour délit d'initié. Je vous rappelle, c'est quoi un délit d'initié? En gros, c'est quand vous avez une info en interne, vous dites à votre pote, en l'occurrence, là, il avait appelé, je crois, genre 2 personnes de sa famille, il avait dit, bah voilà, il va y avoir ça et ça, donc achetez du token. Ils ont acheté du token, ils sont devenus millionnaires, et bah ça les a rattrapés. Et tout ça pour vous dire que, quoi que vous fassiez, un jour ou l'autre, les gars, vous serez jugés, que ce soit ici ou là-haut. Voilà, c'était un peu la phrase, le conseil, la mise en garde du jour. La première news, c'est Boston Consulting Group qui annonce que la crypto-monnaie atteindra 1 milliard d'utilisateurs d'ici 2030 et ça fait super plaisir. Je pense que on le sait tous. Moi, j'ai commencé en 2016. Ça me fait grossir la communauté. Rien que de voir le nombre de youtubeurs maintenant qu'il y a en crypto-monnaie, alors que lorsque j'ai commencé, on était 4, voire 3. Donc voilà, pour eux, on peut atteindre 1 milliard d'utilisateurs des crypto-monnaies. C'est quand même un cabinet mondial, hein, c'est pas rien, Boston Consulting. Pour eux, et c'est dans un document de recherche daté du 22 juillet, si nous utilisons le nombre de détenteurs de crypto-monnaies comme proxy pour les utilisateurs du Web 3 et que nous les comparons au taux d'adoption des internautes dans les années 90 ou 1990, le message est clair, il y a beaucoup de croissance à venir, bien qu'il soit difficile de prédire si la tendance de l'adoption de la crypto se poursuit, le nombre total d'utilisateurs de la crypto devrait atteindre 1 milliard de personnes d'ici 2030, indique le rapport, et ça fait super plaisir. Voilà, allez. Donc on va commencer par Curve Finance, que vous connaissez peut-être, qui est en fait un protocole de la finance décentralisée. C'est en fait un des plus importants. Donc qu'est-ce qu'ils font concrètement? Eh bien tout simplement, ils offrent des pools de liquidités dans lesquels des fournisseurs de liquidités déposent des tokens. Donc là par exemple ça pourrait être n'importe quoi, hein. Ça peut être, on va prendre des Ethers et des Bitcoins, donc ça serait des wrapped Ether et des wrapped Bitcoin, mais bon, pour être simple, on va prendre des Ethers et des Bitcoins, et ça permet quoi? Ça permet à des gens de venir les échanger. Par exemple, s'il y a un trader qui a des Bitcoins, il va venir échanger contre des Ethers. Et donc, pour ça, il va payer un fees, et eux, ils vont récupérer ce fees. Comme il n'y a pas d'intermédiaire, ils récupèrent une grosse partie de ce fees. C'est à ça qu'ils servent Curve, c'est pas autre chose. Et ils font la même chose que Uniswap, que pas mal en fait finalement ce qu'on appelle des automated market makers, parce qu'ils offrent, ce sont des faiseurs de marché, des market makers, parce qu'en fait ils apportent de la liquidité au marché. Ils sont évidemment très importants. Donc vous voyez, on voit qu'ils sont à la 4e position avec une TVL, donc une Total Value Locked, c'est-à-dire vous voyez, hein, tous les actifs qui sont déposés là, tous ces actifs sont dans des pools de liquidité. Si on fait la somme, on arrive à 6 milliards. Donc vous voyez, c'est pas rien, et donc Curve se trouve à la 4e position, ce qui n'est évidemment pas rien. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui ils ont donc il y a quelques news, apparemment ils vont émettre un stablecoin. Donc super intéressant. On avait vu que AAV aussi était sur le point potentiellement d'en émettre un. Je crois que c'est à la mode. Ils s'y mettent un peu tous, mais donc ça va être intéressant de voir par quoi ils vont être backés, ces stablecoins. Est-ce qu'ils vont être backés par des LP tokens? LP token, c'est ça. C'est le token que reçoit la personne. En fait, c'est la preuve de la quote-part. En fait, quand vous déposez des tokens, on vous envoie un liquidity provider token qui est la preuve que vous avez déposé des tokens dedans. Et donc après, vous pouvez venir les récupérer. En gros, c'est ça. Et il est possible que ça serve de collatéral pour un stablecoin. J'espère qu'il y aura plutôt des actifs réels plutôt que des LP tokens, parce que la valeur est évidemment plus liquide. Mais bon, ça c'est un autre débat.
autre news, on a Vitalik Buterin qui nous annonce que le merge, la fusion, mais ça s'appelle le merge, est terminé à 55%. Et ça fait depuis 2017 qu'on attend le proof of work, proof of stake, pardon, chez Ethereum, donc 55%. Alors le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, déclare qu'Ethereum serait achevé à environ 55% après le merge. Donc après merge, il reste encore 45% à terminer. Lorsque le réseau passera en preuve de travail, donc d'une preuve de travail, donc le proof of work, à un système de consensus de preuve de participation, le proof of stake, ce qu'a inventé Cardano. Donc pour lui, donc il déclare à la ETHCC, à la conférence Ethereum en France, que Bitcoin est considéré comme terminé à 80%, alors que Ethereum n'est que terminé à environ 40%, donc il y a plus de marge pour Ethereum. La semaine dernière, les développeurs d'Ethereum ont annoncé que The Merge aurait lieu provisoirement, donc sur un testnet au cours de la semaine du 19 septembre. De toute façon, prolonge autant que tu veux, il y a aucun souci, vraiment aucun souci. On a une autre news qui est intéressante aussi, je trouve, en tout cas, c'est qu'on voit qu'il y a pas mal de plateformes qui travaillent sur le métaverse, sur les métaverses, parce qu'ils en ont tous plus ou moins. Ils en ont déjà créé plusieurs, et ils s'unissent. Alors vous voyez, il y a Alien World, AminoCabrand, Deeper Labs évidemment. On a aussi Sandbox que vous connaissez, Upland, Voxel qui sont aussi des très connus. Superworld aussi évidemment. Et en fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'ils s'unissent tous au sein d'une DAO. On en a déjà parlé, c'est une Decentralized Autonomous Organization. En fait, c'est comme son nom l'indique, mais vous l'aurez bien compris, c'est une organisation décentralisée et autonome qui a pour vocation juste d'organiser les relations entre ces différents acteurs. En gros, ils vont tous s'unir, ils vont tous potentiellement apporter des fonds, ils vont recevoir des tokens en échange, et la DAO, ils vont voter pour allouer ces fonds à des projets, donc pour potentiellement faire de la recherche, du lobbying, enfin je sais pas ce qu'ils ont en tête, mais c'est intéressant parce que ça va permettre de tenir tête à Meta, par exemple, vous savez, la société mère de Facebook, qui investit des milliards actuellement, mais littéralement des milliards en intelligence artificielle, donc dédiée au métaverse. On sait très bien que ça va exploser dans le futur. Je porte pas de jugement de valeur, mais en tout cas, c'est clair que ça va se développer, et ça permet donc de créer des pools. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on peut aussi s'organiser de manière décentralisée et être extrêmement efficace, et on sait bien que la DeFi nous prouve tous les jours que on peut tout à fait être extrêmement efficace avec des DAO, parce que c'est open source, et que ça permet vraiment de s'organiser de manière beaucoup plus efficace. En tout cas, c'est ce que je crois. Allez, le reveal, c'est parti. On compte tous ensemble. 3, 2, 1, c'est parti. Play, tadam. D'accord. Ah, si, quand même. Avec le petit son qui va bien. Qu'est-ce qu'elle est chouette, cette animation. Allez. Un gold. Ah, j'ai un gold. C'est un chouchou, ça. Ouh, joli, joli, joli. Ouais. C'est un mâle, c'est un chocho gold, magnifique. Très joli, très joli, très joli. Donc déjà, c'est pas un bronze, c'est pas un argent. Oui, c'est un petit chandelier, une petite peluche. Quand on y regarde bien, regardez comme ça, on dirait un ours en plein bear market. Et côté NFT, ça y est, on a le LAC qui vient d'arriver. LAC, c'est quoi? C'est tout simplement en fait le pendant féminin des Bored Ape Yacht Club. Ça a marché très très fort. Ils ont vendu leur 9K supply. Plus ils en ont mis aussi sur OpenSea, je crois. Actuellement, le floor, c'est un 1 ETH. Alors, je suis pas sûr du projet derrière, si ce n'est qu'ils veulent faire toujours pareil, un DAO, être un petit groupe comme ça, avoir différents avantages, faire des soirées sur des yachts, enfin... Voilà, le classico. Mais en tout cas, voilà, ils ont tout vendu donc sur une marketplace qui s'appelle STRMNFT. Pardon, STRMNFT, c'est celle-ci ici, là, qu'on voit, avec leur token. Et en tout cas, voilà, sur OpenSea, ça se vend aussi en ETH, et ça part d'ailleurs. Et du coup, voilà, c'est une très très bonne idée. Je suis même étonné que personne n'ait pensé à faire des Bored Ape féminins jusqu'à présent. Ou alors peut-être qu'il y en a eu que ça n'a pas marché, je sais pas. Mais du coup, voilà, donc a priori, si ça marche, ça devrait faire parler de soi très très vite.
Oma Games est donc en train de développer sa filiale Web3 avec la création de jeux blockchain et de NFT que l'on va bientôt pouvoir découvrir et que je vais évidemment commencer à vous présenter ici. Leur premier move va être de sortir une collection de NFT appelée Valentine, un avatar féminin et indépendant. Et oui, nous sommes en 2022. Voici le trailer sans musique parce que le remix d'Edith Piaf risque de me mettre un strike de copyright, mais au moins vous avez une petite idée de la direction artistique du projet. C'est simple et efficace. Ils veulent également créer tout un lore en donnant une personnalité aux avatars. C'est plutôt cool pour donner l'envie de posséder ce NFT plutôt que d'avoir une image sans background. C'est cool mais ça ne suffit pas. Évidemment, les NFT auront une utilité. Chaque Valentine Mint sera unique et jouable. Elle apportera son lot de nouveautés sur les futurs Play to Earn, mais utilisent aussi des avantages IRL ou sur les prochains métaverses. Leurs arguments pour nous inviter à rejoindre le projet sont qu'ils se focus sur 2 critères, l'accessibilité et le fun à jouer. C'est un peu le Nintendo des jeux mobiles, des jeux très simples et addictifs qui permettent de se détendre en jouant. Qui veulent réellement donner du pouvoir aux possesseurs de NFT avec la gouvernance. Il sera notamment possible de choisir les prochains personnages, leur personnalité, etc. La possibilité d'entrer dans un univers complet. Le personnage vous permettra au fur et à mesure de pouvoir jouer à tous les jeux au fil de leur sortie, et ce, juste avec un seul personnage. Donc pas la peine de réinvestir à chaque fois. Et pour finir, la confiance. C'est un studio de jeux mobile célèbre. Il est donc rassurant pour s'appuyer sur le fait qu'ils vont tenir leurs promesses. Au moins pour leur réputation. Au niveau des backers, c'est des investisseurs qui ont décidé de leur faire confiance. On retrouve Sorare, la pépite française, mais aussi des mecs comme le cofondateur de chez Spotify et celui de King. Donc ça fait du beau monde qui croit au projet. Dans leur business classique, ils ont aussi fait des partenariats avec des marques comme Nerf, donc ils savent s'y prendre. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.